Les 10 conditions pour se fier à un essai contrôlé randomisé. Condition numéro 1. L'étude porte sur une question appropriée et clairement ciblée. C'est le cas de la plupart des essais contrôlés randomisés. L'objectif stipule la question de recherche. Si ce n'est pas le cas, c'est un motif de rejet de l'étude. Condition numéro 2. L'affectation des sujets au groupe de traitement est aléatoire. Donc, il s'agit d'essais randomisés. Il faut vérifier que la randomisation est bien une allocation au hasard et non pas une allocation alternative. Donc, l'idéal, c'est la randomisation par ordinateur. S'il y a une autre méthode de randomisation, comme le tirage au sort, par exemple, elle est moins bonne, mais elle reste encore une méthode de randomisation. Par contre, si c'est une allocation alternative, c'est-à-dire par exemple en fonction des jours de la semaine ou des listes alphabétiques, cela n'est pas considéré comme une randomisation. Et cela va déclasser la valeur de l'étude. Condition numéro 3. Une méthode de dissimulation adéquate est utilisée. Oui, si l'allocation est centralisée avec un système d'allocation informatisé et que les investigateurs ne peuvent pas avoir accès à la liste des traitements délivrés. Non, si la méthode de dissimulation utilisée est considérée comme médiocre ou relativement facile à contourner, par exemple si les investigateurs peuvent accéder à la séquence ou à l'utilisation des traitements qui ont été alloués. Il faut également remplir non si aucune méthode de dissimulation n'est stipulée dans l'essai. Si la méthode de dissimulation est impossible à dire, alors cela va déclasser la valeur de l'étude. Condition numéro 4. La conception permet de garder les sujets et les enquêteurs aveugles quant à la répartition des traitements. Il est important d'évaluer qui était réellement en aveugle et pas seulement ce que les auteurs déclarent comme étant d'un double aveugle. Un problème peut survenir lorsque le traitement peut avoir des effets indésirables et que le patient et le codateur peuvent deviner quel est le traitement reçu en fonction des effets manifestes du traitement. Condition numéro 5. Les groupes de traitement et de contrôle sont similaires au début de l'essai. Oui, si les groupes de patients sont raisonnablement similaires, donc le mot raisonnablement est sujet à subjectivité, donc c'est à l'appréciation de chacun, est-ce que les groupes sont comparables, par exemple, en termes d'âge, de sexe, de traitement reçu? Non, si les groupes de patients présentent des différences importantes dans les facteurs qui peuvent influencer les résultats. Donc ce point est très important, les facteurs qui peuvent influencer les résultats. Impossible à dire si les groupes de patients n'ont pas été décrits de manière adéquate. Condition numéro 6. La seule différence entre les groupes est le traitement étudié. Donc, au sein de l'étude, il faut pouvoir justifier du fait qu'il n'y a pas eu d'autres traitements intercurrents dans l'un des deux bras. Condition numéro 7. Tous les résultats pertinents sont mesurés de manière standard, valide et fiable. Donc, si on utilise des échelles standardisées et validées, ce point est rempli. Condition numéro 8. Quel pourcentage des individus ou des groupes recrutés dans chaque groupe de traitement de l'étude a abandonné avant la fin de l'étude? Donc pour ce point, il s'agit donc de donner le nombre de personnes qui ont arrêté le traitement dans l'ensemble de l'essai. On considère qu'en dessous de 20%, c'est un essai de bonne qualité. En psychiatrie, on est plutôt autour de taux de près d'un tiers des personnes. Donc la question est de savoir si on décide que ce taux de 20% est maintenu ou pas pour parler d'un critère de risque de biais ou non, selon les types d'études. Un taux d'abandon plus élevé va conduire normalement à un déclassement, mais pas à un rejet de l'étude. Condition numéro 9. Tous les sujets sont analysés dans les groupes auxquels ils ont été répartis de manière aléatoire au début de l'essai. C'est ce qu'on appelle l'analyse en intention de traiter. Donc, il faut distinguer ça de l'analyse per protocole qui est fait le plus souvent. L'analyse per protocole, c'est comparer à la fin les scores des groupes de patients qui sont encore avec le traitement qui a été administré au départ. L'analyse en intention de traiter, c'est au contraire l'analyse des individus qui ont été alloués à chacun des bras, quel que soit le devenir de ces individus au cours de l'étude. Condition numéro 10, lorsque l'étude est réalisée sur plus d'un site, les résultats sont comparables pour tous les sites. Donc ce point ne s'applique pas pour les études monocentriques. Quand l'étude est multicentrique, les auteurs doivent avoir présenté les résultats des différents sites pour justifier qu'il n'y ait pas de différence d'effet selon les sites. Si les sites ont des caractéristiques différentes, comme par exemple un centre hospitalier et un centre ambulatoire, alors cela va biaiser les résultats et donc la réponse est non pour cet item. À partir de ces 10 points, on peut répondre à la question dans quelle mesure l'étude a-t-elle été menée de manière à minimiser les biais. Donc, les points les plus importants sur lesquels insister, c'est la randomisation et la dissimulation de l'allocation à la base, qui sont les points les plus importants sur le plan méthodologique pour justifier a priori que tout a été mis en place pour limiter au maximum le risque de biais. Enfin, on répond à la question en tenant compte des considérations cliniques, de votre évaluation de la méthodologie utilisée et de la puissance statistique de l'étude. Dans quelle mesure êtes-vous certain que l'effet global est dû à l'intervention de l'étude? Il faut donc déterminer le nombre de sujets nécessaires pour pouvoir déterminer la puissance statistique nécessaire pour répondre à la question. Et cela dépend de chaque paramètre étudié et doit être calculé avec un méthodologiste.
À partir de là, on peut répondre à la question, les résultats de cette étude sont-ils directement applicables au groupe de patients visés par cette recommandation? Et donc pour cela, il faut revoir les critères d'inclusion pour pouvoir déterminer la population à laquelle s'adresse cette recommandation. C'est ce qu'on appelle la validité externe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement. À bientôt.